qui est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui est une loi française. Je me présente, donc Stéphane Piot, j'ai travaillé 25 ans dans le secteur de la mode, sur des sujets de RSE en particulier, et il y a 3 ans, j'ai cofondé avec Laetitia Huget un cabinet de conseil qui s'appelle Pando. Donc nous sommes un cabinet de conseil en mode éco-responsable. Nous accompagnons nos clients en faisant des diagnostics RSE. Nous élaborons avec eux une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, avec un plan d'action. Et nous les accompagnons ensuite de façon opérationnelle pour qu'ils mettent en place cette démarche RSE. Nous travaillons beaucoup aussi en termes de formation. Nous travaillons avec des organismes et des écoles comme l'Institut français de la mode, l'IFTH ou KEDGE, en formation continue auprès des professionnels ou en formation primaire auprès des étudiants des masters. Et nous avons aussi sur notre site, donc pantofashion.com, une plateforme informative sur la RSE et la mode. Donc l'idée, c'est de faciliter la RSE pour les gens de la mode, parce que la RSE peut être très très large et peut être un petit peu compliquée. Donc via cette plateforme, on a pas mal d'informations sur la RSE et la mode. Voilà, alors on va parler de la loi AGEC. Donc la loi AGEC, donc anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, il s'agit d'une loi française. Et juste un petit peu, on va faire juste une contextualisation, puisque la loi AGEC, c'est juste la continuité d'un certain nombre de lois qui existent au niveau français, qui sont déjà apparues au niveau français. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses étonnantes dans la loi AGEC. Donc en termes d'historique, sur les lois principales qui ont donné naissance à la loi AGEC, en 2007, il y a la REP. Ce qu'on appelle la REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. C'est les éco-organismes. Donc TLC, ça veut dire textile, linge maison et chaussures. Donc c'est l'éco-organisme qui, tous les ans, récupère sur chaque vêtement, chaque chaussure, chaque linge textile de la mode, une écotaxe qui va entre 1 et 6 centimes. Et l'éco-organisme est chargé de mettre en place la collecte, le tri et le recyclage ou la réutilisation des déchets de notre industrie. Donc ça, c'est donc la responsabilité élargie des producteurs. En 2013, l'Europe a lancé le PEF, le Product Environmental Footprint, qui est un référentiel et une méthodologie qui permettra, puisque en fait c'est toujours en cours, de calculer l'impact environnemental d'un produit, en particulier les produits textiles et les produits maroquinerie en ce qui concerne la mode. En 2015, il y a l'apparition du Triman. Donc le Triman, c'est ce petit bonhomme avec les 3 flèches. Personne ne sait à quoi ça sert. Je veux juste dire qu'une fois qu'en fin de vie de votre produit de mode en particulier, il y a des organismes de collecte qui sont chargés de récupérer ces produits. Important aussi parce que ça fait partie aussi de la loi AGEC. En 2017, la loi de devoir de vigilance, donc c'est une loi française. Il existe des équivalents en Allemagne, en Hollande, aux États-Unis ou en Angleterre par exemple. C'était suite au drame du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh. Et l'idée, c'était de dire que là, c'est seulement pour les très grosses entreprises que les marques sont responsables de la chaîne d'approvisionnement et de vérifier que dans l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, il n'y ait pas de risque du point de vue environnemental ou social. Important parce que la loi de devoir de vigilance, aujourd'hui, c'est français. Il y a une loi qui est actuellement en train d'être étudiée au niveau européen. Et donc, tous les pays européens vont être soumis à une loi sur le devoir de vigilance d'ici 2-3 années. Et pas seulement les très grosses entreprises, mais aussi les PME. La loi Pacte en 2019, c'est la loi qui, en France, a permis de créer le statut des entreprises à mission. C'est-à-dire que les entreprises peuvent avoir une raison d'être. Elles ne sont pas là seulement pour apporter des dividendes à leurs actionnaires. Elles peuvent aussi avoir une raison d'être. Et elles peuvent, au maximum, c'est le niveau ultime, être une entreprise à mission. Peut-être que vous avez entendu parler des entreprises à mission. Dans le secteur de la mode, nous avons par exemple Fago, Aigle ou Le Style Français qui sont aujourd'hui des entreprises à mission. C'est-à-dire que leur raison d'être détermine leur stratégie de développement économique. Et le pacte vert de l'Europe, c'est en 2019, c'est l'Europe qui a dit en 2050, l'Europe sera le premier continent émetteur net en émissions de gaz à effet de serre, évidemment pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc en 2020, février 2020, arrive la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui est juste dans la continuité de toutes ces lois qu'il y a au niveau français. Donc AGEC, c'est une loi française, c'est un mix de directives européennes, mais aussi notamment sur les sujets de la mode, des lois spécifiquement françaises aujourd'hui. Alors AGEC, c'est une loi, il y a plus de 100 décrets d'application qui doivent être mis en place, un certain nombre ont déjà été mis en place, qui sont déjà sortis. Et
concernant la mode, il y a 4 sujets principaux qui sont pris en compte par la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Il y aura 5 minutes à la fin pour les questions-réponses, si vous avez dessus. Donc les 4 sujets de la loi AGEC, plus spécifiquement qui concernent la mode, c'est réduire les déchets. Donc c'est aujourd'hui, au niveau des déchets, il faut savoir que de tout ce qui est mis sur le marché français aujourd'hui, seulement 38% est collecté. C'est-à-dire que 62% part avec les déchets ménagers, incinérés ou ensevelis. Donc l'idée, c'est de réduire les déchets en augmentant le taux de collecte. Qui est le deuxième point, augmenter le taux de collecte. On va voir aussi comment en détail juste après. Troisième point, c'est un point qui est très important et qui chamboule beaucoup le secteur de la mode aujourd'hui, puisque le décret est passé fin avril avec mise en application pour les grosses entreprises dès janvier 2023. C'est-à-dire éviter le greenwashing d'abord. Donc il y a quelques interdictions en termes de vocabulaire qui ont été mises en place pour éviter le greenwashing. Et aussi l'information aux consommateurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir obligation de donner un certain nombre d'informations aux consommateurs. Et il y a aussi l'affichage environnemental dont on va parler qui a été aussi accéléré. Donc on va voir en détail ces 4 points. Donc pour réduire les déchets, donc la loi AGEC a décidé d'interdire de détruire les invendus. Donc les invendus, ce sont tous les produits qui sont en magasin, qui sont vendables. Ça ne concerne pas les échantillons, ça ne concerne pas les produits défectueux. C'est depuis le 1er janvier 2022. Ça a beaucoup bougé dans la mode suite à ça. Il y a eu beaucoup de scandales. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu Célio, il y a eu Burberry, il y a Chanel, Hermès, qui se sont fait toper avec des vidéos où ils étaient en train de brûler des produits. Donc cette loi dit que depuis le 1er janvier 2022, en France, on n'a plus le droit de détruire les invendus. D'abord, il faut essayer de les remployer, c'est-à-dire utiliser la seconde main avec la valeur initiale du produit. Deuxièmement, il faut essayer de les réutiliser. Donc les réutiliser, ça veut dire que le produit a perdu sa valeur nominale monétaire, mais il peut être donné par exemple à des associations caritatives. Troisième chose qu'on doit faire, c'est le recyclage. Et seulement quand on a essayé de réemployer, de réutiliser et de recycler, seulement dans ce cas, on a le droit d'incinérer ou d'enfouir les invendus. Si on n'a pas d'abord, si on enfouit et qu'on incinère directement les invendus sans pouvoir montrer qu'on a essayé d'abord de réutiliser, remployer ou recycler, on risque des amendes jusqu'à 15 000 € pour une personne morale, pour une entreprise. Voilà, donc ça c'est depuis le 1er janvier 2022, c'est le premier point de la loi AGEC. Deuxième point de la loi AGEC, c'est donc augmenter le taux de collecte, que je vous ai dit qu'il est aujourd'hui seulement de 38%. Donc le fameux Triman dont je vous ai parlé de 2015, il a été renforcé. Il est obligatoire sur les produits TLC, donc textile, linge de maison et chaussures. Et on doit rajouter un certain nombre d'informations que vous voyez sur le tableau, qui sont après les petits bonhommes. On doit indiquer sur le produit, sur une étiquette en particulier, mais ça peut être aussi sur une étiquette tissu. On doit indiquer quel type de produit il s'agit. Là, c'est un textile, mais ça pourrait être du linge de maison, ça pourrait être des chaussures. Il faut indiquer au consommateur qu'est-ce qu'il doit en faire. Dans l'exemple qui est là, c'est le mettre dans un point relais. Ça peut être aussi donné à des associations caritatives ou rapporté en magasin. Et en dessous, il est aussi obligatoire d'avoir un URL qui donne des conseils au consommateur pour lui dire qu'est-ce que tu dois faire en tant que consommateur quand tu ne veux plus utiliser ton produit. Attention, si vous vendez par exemple des chaussures, vous avez le même Triman, mais qui devrait être par exemple sur la boîte en carton de la chaussure, qui n'est pas exactement le même graphisme comme vous voyez en dessous, parce que c'est géré par un autre éco-organisme qui est Citeo sur le packaging. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir un Triman qui est renforcé et obligatoire, c'est d'augmenter le taux de collecte en fin de vie des produits sur le marché français. Le troisième point, c'est sur la partie communication. Donc, il y a des mots qui sont aujourd'hui interdits dans la communication par les marques. On n'a plus le droit d'utiliser biodégradable et respectueux de l'environnement, par exemple, parce que biodégradable, c'est un peu flou. Les gens, ils disent je jette dans la nature et ça va se biodégrader. Pas du tout, parce qu'il peut y avoir toujours des éléments plastiques dedans. Donc, on n'a plus le droit de dire biodégradable. Respecter l'environnement, pareil, parce qu'à partir du moment où on produit quelque chose, on n'est pas respectueux de l'environnement, parce qu'il y a un impact environnemental sur l'environnement. Compostable, on peut le dire si c'est compostable à la maison, mais pas si c'est compostable industriellement. Et dans ce cas-là, il faudra bien indiquer ne pas jeter dans la nature, parce que si c'est compostable, ça ne veut pas dire qu'on jette dans la nature, c'est seulement compostable dans un vrai composteur que vous avez dans votre jardin. Donc ça, c'est effectif à partir du 1er mai 2022, et l'idée, évidemment, est de lutter contre le greenwashing. Hop. Troisième point, alors ça c'est le gros sujet actuellement pour les grosses marques, parce qu'il y a un échéancier qui est différent. Il va falloir communiquer au public
un certain nombre de caractéristiques environnementales des produits. Donc, c'est l'article 13 de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Le décret date de fin avril 2022, comme vous le voyez en bas de la diapositive, avec mise en application effective au 1er janvier 2023 pour les marques, les metteurs sur le marché qui ont fait un chiffre d'affaires en France supérieur à 50 millions d'euros et plus de 25 000 unités. Et vous voyez que c'est un petit peu plus tardif pour les entreprises un petit peu plus petites. Le nom de ces informations, donc le nom c'est fiche produits relative aux qualités et caractéristiques environnementales. C'est le nom pour tout le monde de cette information, de façon à ce que le consommateur sache quand il va avoir des informations sur l'impact environnemental de son produit, il sait qu'il doit aller dans cette fiche, toujours avec le même nom, quelle que soit la marque. Cette information sera de façon dématérialisée. Donc, en général, toutes les marques qui sont en train de travailler là-dessus prévoient un QR code sur l'étiquette du produit. Ça peut être sur une étiquette en carton ou ça peut être directement sur l'étiquette compo, par exemple. Et elle sera disponible 2 ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche? En fait, il y a 5 éléments qui sont importants. Et c'est là que les marques stressent un peu. Il faut indiquer le taux de matière recyclée exact par rapport au poids complet du produit, donc le taux exact, comme ici. Il faut indiquer si le produit est recyclable ou pas. On va aller en détail sur chacun des 5 critères. Si jamais il y a des substances dangereuses, il faudra aussi l'indiquer, que le consommateur soit au courant. Il y a aussi de la traçabilité, c'est de savoir, par exemple, pour un textile, qui a confectionné le vêtement, qui l'a teint ou a fait les impressions et qui a tissé, si on est sur un chaîne et trame. Et si jamais il y a un risque de rejet de microfibres plastiques, notamment via les lavages pour toutes les matières plastiques, il va falloir aussi l'indiquer. L'idée, c'est que d'être le plus transparent possible sur l'impact environnemental du produit de façon instantanée pour le consommateur. Alors, quand on va sur la matière recyclée, là aussi, le décret a indiqué un vocabulaire très précis qui doit être le même pour toutes les marques. Ça sera produit comportant au moins tant de pourcents de matière recyclée. Ça ne concerne pas aujourd'hui les produits en cuir. Et donc, si jamais vous avez du produit recyclé, de la matière recyclée, il faudra l'indiquer. Si vous n'avez pas de matière recyclée, vous ne direz rien, de toute façon. Donc ça, c'est le critère sur la matière recyclée. Sur la recyclabilité, c'est le truc un petit peu plus compliqué que l'on a dans les critères. On a 3 items différents, donc produits majoritairement recyclables, entièrement recyclables ou recyclables en un produit de même nature. Pour être majoritairement recyclable, il faut que ça puisse être collecté. En France, quand on a justement l'éco-organisme TLC, Refashion maintenant, qui est chargé de collecter, c'est à peu près bon. Capacité à trier afin d'être recyclé, pareil, c'est les organismes de collecte qui sont chargés de faire ça. Absence d'éléments ou substances perturbant le tri et le recyclage. Dès que nous avons trop de boutons, si nous avons des matières qui sont des polymatières, si nous avons trop de zips, si nous avons des patchwork, etc., ça complique beaucoup le recyclage du produit. Alors on n'a pas encore le mode d'emploi exact, mais on peut imaginer que s'il y a trop de boutons, trop de zips, trop de matières différentes, ou des matières avec des fils trop fins ou trop épais, ou trop d'élastane par exemple, qui compliquent la recyclabilité, il va falloir l'indiquer à ce moment-là, et on ne pourra pas dire que le produit est majoritairement recyclable. Voilà. Et il faut que ce soit recyclable au moins à 50% et de façon industrielle. Si en plus votre produit est recyclable à au moins 95%, vous pourrez dire que votre produit est entièrement recyclable. 95%, c'est un petit peu le pourcentage que l'on a pour toujours. Dès qu'on veut dire qu'un produit est bio, c'est à partir de 95%, etc. Et si en plus votre produit peut être recyclable dans une matière de la même qualité que la matière d'origine, vous pourrez dire que c'est recyclable en un produit de même nature. Donc, pas mal de critères. On attend toujours le mode d'emploi exact, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais voilà. Et à chaque fois, quand je vous ai mis en gras et les guillemets, c'est vraiment l'appellation qui est obligatoire, qui est demandée par la loi. Au niveau des substances dangereuses, donc vous savez que nous avons une norme en Europe qui s'appelle la norme REACH, qui limite ou interdit un certain nombre de substances chimiques dans les produits, notamment de la mode. Si jamais, alors c'est pas une interdiction, parfois il faut juste déclarer, même si on a des substances dangereuses, parce qu'on n'a pas d'alternative aujourd'hui. Il faudra l'indiquer sur cette fiche produit avec, sur la base de la norme REACH.
Et cinquième point, c'est la traçabilité des produits. Alors là, c'est là que, comme je vous disais, que les marques de mode, les metteurs sur le marché en France sont un peu stressés. Il va falloir indiquer pour un produit textile où est-ce qu'il a été tissé ou tricoté, par exemple. Il va falloir indiquer où est-ce qu'il a été teint et imprimé. Et il faudra indiquer où est-ce qu'il a été confectionné. Très souvent, les marques ont la confection et parfois le tissage, mais ils n'ont pas souvent la teinture ou l'impression. Parfois, ils n'ont même pas le tissage. Donc là, ça demande un effort des marques d'aller à l'information. On parle de traçabilité, on est tout à fait dans le cadre de la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Et pour les chaussures, les trois étapes qui vont devoir être indiquées, c'est le piquage, le montage et la finition. Alors, il ne va pas falloir donner le nom du fournisseur ou du fabricant, il faudra juste donner le made in du pays. Et cinquième critère qui sera dans la fiche produit, donc à partir de 2023, début 2023 pour les gros metteurs sur le marché français, c'est que s'il y a plus de 50% de matière plastique, il faudra indiquer qu'il y a un risque donc, de rejeter les microfibres dans l'environnement lors du lavage. Donc les fibres synthétiques, évidemment, c'est tout ce qui est polyester, acrylique, polyamide, élastane, hein, par exemple. Donc polyester, bien sûr, qui est le plus important aujourd'hui dans la mode. Donc obligation d'indiquer ça, de façon à ce que le consommateur soit sensibilisé au rejet des microplastiques dans l'environnement. Alors, de façon concrète, à quoi ça peut ressembler? Donc là, c'est un exemple sur lequel travaille Clear Fashion. Donc vous connaissez certainement, hein, celui qu'on appelait le Yuka de la mode, qui travaille avec ses clients sur justement la traçabilité et d'où viennent les origines. Donc Clear Fashion, par exemple, propose aujourd'hui pour ses clients ce type de présentation où vous voyez bien qu'on reprend bien les impératifs de la loi AGEC, avec le taux de matière première qui est recyclé, le lieu de production, donc vous voyez bien tissage, teinture, impression, confection dans 3 pays différents. Comme c'est du polyester, évidemment, ça peut rejeter des microplastiques. Et il est majoritairement recyclable parce que le polyester, pour le coup, surtout quand c'est du monomatière comme ici, c'est assez facile à recycler. Alors, je vais vous proposer de prendre vos smartphones et ah non, excusez-moi, d'abord ça. Il y a juste un point dans la loi AGEC qui était prévu, il fallait aussi indiquer aux consommateurs s'ils avaient une écomodulation. L'éco-organisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, Refashion, par rapport à cette écotaxe, vous avez un bonus, hein, comme pour les voitures électriques, vous avez un bonus si vous avez un produit qui est recyclé ou qui est durable. Il était prévu dans la loi AGEC de février 2020 que cette information soit donnée aux consommateurs, hein, c'est ce bonus. Dans le décret d'avril, il n'y est pas. Donc on attend un petit peu d'informations du gouvernement pour savoir si cette donnée devrait être ajoutée ou pas dans la fiche avec les critères sur les impacts environnementaux du produit. Alors, je vous propose de flasher ce QR code. Et on va vivre en réalité l'expérience qui va être celle que vous allez avoir, que chaque consommateur aura à partir de janvier 2023, lorsqu'il achètera un produit en France. Donc là, c'est un exemple par Fairly Made, peut-être que vous connaissez, qui est une start-up qui a beaucoup de clients, qui travaille beaucoup sur la collecte de données de la chaîne d'approvisionnement des marques, qui la sécurise, qui permet à Fairly Made, par exemple, de commencer à faire un calcul d'impact environnemental, un scoring d'impact environnemental du produit. Et comme ils ont aussi pas mal d'informations sur la traçabilité, ils peuvent aussi proposer ce type, répondre avec cette fiche descriptive des produits. Donc vous êtes dessus. Alors j'ai fait des print screens parce que comme je n'étais pas sûr que ça marche en direct, voilà, j'ai fait des print screens. Donc vous êtes devant votre robe céleste que vous souhaitez acheter. Et vous avez la composition que vous avez, qui est donc 90% de recyclé polyester et 10% de recyclé. Lorsque vous descendez sur la fiche descriptive, donc vous le faites en réel, moi c'est sur les print screens, au niveau de la matière, Fairly Made indique bien que le produit comporte au moins 90% de matière recyclée, donc il reprend exactement le vocabulaire du décret. Et comme il est constitué de fibres synthétiques, évidemment, il rejette des microplastiques lors du lavage. Donc c'est indiqué. Ensuite, vous avez le fameux critère traçabilité que vous voyez ici, où vous avez, alors là on est sur la matière première principale, qui est donc le dessus, c'est pas la doublure, qui est à 90% du polyester recyclé. Donc là 90%, c'est par rapport à l'ensemble du produit en massique. Et là sur le produit de tissu principal, vous avez l'origine du tissage, l'origine de la teinture et l'origine de la confection, donc Chine, Italie et Bulgarie dans cet exemple.
Si vous avez deux matières principales, hein, comme dans le cas que vous avez ici, hein, si vous cliquez sur la petite flèche à droite, vous avez la doublure. Ah ouais, alors je ne l'ai pas prise en print screen. Et vous avez les informations de la fiche descriptive, de la doublure, de la même façon. Nous avons la traçabilité. Ensuite, nous avons le taux de recyclabilité. Donc là aussi, on est sur du polyester. Donc c'est assez facile à recycler. C'est recyclable à plus de 95%. Donc on va pouvoir l'indiquer. Et comme le polyester se recycle de plus en plus facilement dans une matière de même nature, vous allez pouvoir l'indiquer ici. Donc vous voyez, Fairlimed va plus loin puisqu'il indique justement cette fameuse éco-contribution. Quand vous avez une éco-modulation ou que vous avez un bonus, il est déjà indiqué dans la fiche. On ne sait pas encore si ça sera une obligation ou pas dès janvier 2023, mais vous voyez, Fairlimed a pris de l'avance là-dessus. Et il faut juste savoir que ces informations devront être aussi sur l'emballage. Si vous avez un gros emballage, vous aurez aussi cette fiche descriptive de l'emballage avec l'impact environnemental de l'emballage qui devra être indiqué et facilement accessible pour le client. Donc là, voilà, vous avez vécu en direct l'expérience que vivra un consommateur à partir de janvier 2023 lorsqu'il sera devant un vêtement et qu'il flashera le QR code, ce qui sera sur chaque vêtement. Voilà, donc ça c'est la doublure, justement, quand je vous disais, hein, tout à l'heure c'était juste le tissu principal, et donc pour la doublure, vous pouvez avoir des traçabilités différentes, évidemment, puisque les origines peuvent être différentes, et là on a une doublure qui est 100% chinoise, que ce soit au niveau du tissage, de la teinture et de la confection. Donc ça, c'était sur la partie fiche descriptive avec sur l'impact environnemental du produit. Le quatrième point de la loi AGEC, c'était l'affichage environnemental. L'objectif pour faciliter le choix et la prise de décision par le consommateur par rapport à un impact environnemental d'un produit, l'idée du gouvernement est aujourd'hui d'avoir un ABCDEF, un petit peu comme on a aujourd'hui sur les frigos, qui va aider aussi le consommateur à savoir si le produit est éco-responsable ou pas. Il y a une méthode qui a été mise en place, qui a été travaillée en particulier avec Okaidi et Decathlon, avec un outil de l'ADEME. Aujourd'hui, l'Europe a relancé le fameux PEF dont je vous ai parlé, qui a été un projet qui a été lancé en 2013, Product Environmental Footprint, CR, ça veut dire Category Rules, pour les vêtements et pour les chaussures. L'objectif de l'Europe, donc ça c'est important parce que comme c'est une réglementation, ça sera une directive européenne, ça concernera tous les pays et pas seulement la France. L'objectif de l'Europe aujourd'hui déclaré est d'avoir quelque chose sur 2024. L'affichage environnemental, c'est un peu le serpent de mer, donc on se dit que ça ne sera pas 2024, ça sera plutôt 2025, on ne sait pas trop, mais ça va arriver au niveau européen. Et juste pour compliquer un petit peu les choses, la France a quand même lancé une troisième expérimentation juste pour la mode, avec un certain nombre d'acteurs de la mode, dans le cadre de la loi climat et résilience de septembre 2021, pour avoir un affichage environnemental spécifique pour la mode, et la France a demandé à ce que ce soit effectif en 2023. Donc c'est un peu le bazar, très franchement, sur l'affichage environnemental. Donc on attend un petit peu de voir ce qui se passe, qui va gagner entre l'Europe et la France, qui va être le premier à mettre l'affichage environnemental. Mais de façon logique, si l'Europe fait quelque chose, autant aller directement avec le référentiel et la méthodologie européenne plutôt que française. Mais bon, voilà. Donc là, c'est un petit peu le flou aujourd'hui au niveau de l'affichage environnemental dans notre secteur. Et la loi AGEC, comme je vous ai dit, notamment sur la partie textile, est très franco-française aujourd'hui. Mais en fait, c'est une mise, on est en avance par rapport à ce qui va se passer au niveau européen. Ça, c'est les objectifs en termes de circularité du textile pour l'Europe. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses que nous, on a dans la loi AGEC et qui sont prévues par l'Europe d'être mises en place. On ne sait pas quand exactement. Et par exemple, vous voyez, en Stabilo C, il faudra indiquer le taux de recyclage. Il y aura un passeport digital pour chaque produit. Vous voyez, ça rappelle un petit peu le fameux QR code que l'on va avoir avec la fiche descriptive en France à partir de janvier 2023. C'est aussi lutter contre le greenwashing. Donc la France a pris une avance en parlant de biodégradabilité, de respecter l'environnement, par exemple, ou de compostabilité. C'est aussi décourager de brûler, de détruire les invendus. Donc là, la France est le seul pays aujourd'hui en Europe qui les interdit, mais c'est quelque chose qui va être au niveau européen aussi. La responsabilité étendue du consommateur. Aujourd'hui, tous les pays n'ont pas un éco-organisme chargé de collecter, de trier, de réutiliser ou recycler les produits de la mode. Donc l'Europe va vouloir aussi imposer ça pour l'ensemble des pays. Le rejet des microplastiques est aussi dans la feuille de route de l'Europe. Et l'idée de l'Europe est d'aller plus dans une économie circulaire sur tous ces sujets. Donc vous voyez tout ce qui est dans la loi AGEC
sur la mode qui aujourd'hui concerne surtout la France, et principalement la France, ce sont des choses qui vont arriver au niveau européen. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne comme une chance pour la France, parce qu'on va être en avance par rapport aux autres pays sur ces sujets. On aura eu le temps, même si c'est un petit peu en stress, comme vous l'avez compris. Et il faut savoir aussi que la France, il y a énormément d'acteurs qui sont très en avance pour avoir plus d'informations sur les impacts environnementaux des produits. Ça peut être des plateformes éco-responsables comme Slow We Are, ça peut être des distributeurs comme Galeries Lafayette avec Go for Good, ou Le Printemps avec Univers Le Beau. Selfridge aussi à Londres est très en avance sur ces sujets et demande aux entreprises, marques qui veulent être référencées d'avoir un certain nombre d'informations, dont celles qui sont sur la fiche descriptive. Refashion, c'est donc l'éco-organisme de la mode qui va aller beaucoup plus loin dans la collecte, dans l'information et tout ça, et qui actuellement finance énormément de projets. Il y a de gros projets en France d'usines de recyclage du plastique, dont le polyester de la mode. L'idée, c'est d'avoir des gisements de polyester recyclé français. Donc, on pourra avoir un produit français 100% polyester recyclé. Donc, il y a trois grosses entreprises, Loop, Eastman et Scarbios, qui aujourd'hui travaillent pour avoir des énormes usines de recyclage qui seront effectives en 2025 avec des dizaines de milliers de tonnes de produits plastiques et de polyester de la mode qui seront recyclés. Il y a aussi des plateformes collaboratives comme Mode Climat qui regroupent un grand nombre d'acteurs de la mode qui disent il faut aller plus loin dans l'éco-responsabilité avec un certain nombre de propositions que vous voyez ici de 1 à 6. Et vous avez peut-être vu l'année dernière, il y a eu une lettre ouverte dans Le Monde de 150 marques éthiques qui disent nous on fait les choses bien. On a des produits qui sont sourcés dans des pays où on sait qu'il n'y a pas de problème social, où on sait qu'il n'y aura pas de problème environnemental, mais évidemment, ça coûte plus cher. Donc aujourd'hui, il y a une prime à l'avantage pour les marques qui ne font pas bien, qui s'en foutent complètement de toute la partie sociale et environnementale. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est gérable dans le long terme, vu la crise écologique que l'on subit actuellement. Donc vous voyez, à la fois du côté européen, aussi en interne dans le monde de la mode, les choses bougent beaucoup pour aller plus loin dans l'éco-responsabilité de la mode. Et donc tout ça, ce sont des choses dont il faut tenir compte. Merci pour votre attention. Donc voilà, c'est assez rapide, c'est assez riche, la loi AGEC, il y a énormément de choses derrière. On ne sait pas tout encore parce que en fait, les organismes comme l'Alliance du commerce, la Fédération du prêt-à-porter féminin ont posé plein de questions. Il y a plein de choses qui ne sont pas tout à fait claires dans la loi AGEC au gouvernement. On attend les réponses. Les questions ont été posées début août, donc on attend pas mal de réponses du gouvernement là-dessus. Mais voilà, mais ça n'empêche pas, en tout cas, les marques qui dès janvier 2023 vont devoir mettre en place cette fiche descriptive, de commencer à travailler sur la traçabilité, le taux de recyclabilité, le taux de recyclé, etc. Voilà, nous sommes stand 41, Hall 1, espace impact, donc l'espace éco-responsable. Et nous avons 3-4 minutes si vous avez des questions.